comme je vous le disais, on va regarder l'expatriation, donc comment on franchit cette étape d'aller vivre à l'étranger, travailler à l'étranger avec d'autres, sur des aspects personnels, professionnels, culturels, et comment tout ça nous amène ensemble à travailler en équipe sur des projets. Un VIE, par nature, est attaché à un projet, une accélération, une étape d'implantation, de développement, etc. Bon, très bien. Mais voilà, cette image montre que les choses se tiennent. C'est pas isolément. Et puis, avec finalement, même si on ne le rappellera pas systématiquement, mais quelque chose à avoir en tête, qui est une combinaison permanente de savoir-être et savoir-faire. On n'est pas choisi pour aller à l'étranger, VIE typiquement, dans une entreprise plus tard avec un plus classique, si on n'a pas un savoir-faire qui est le bon au bon endroit, au bon moment. Et d'un autre côté, si dans tout ce qu'on va décliner de toute façon, on n'a pas cette sensibilité affûtée, affinée en permanent développement du savoir-être et être avec les autres, on peut avoir le meilleur savoir-faire du monde, on va pas loin. Donc voilà. Ok, on peut passer à la suivante. Donc, deux premiers aspects que je vais plutôt cadencer en tant que présentation, puis Laurent prendra le troisième qui sera les aspects culturels. Le culturel du travailler ensemble. Aspect personnel et aspect professionnel. On reviendra sur certains points, mais globalement, les aspects personnels. Bon, et puis vous voyez, il y a la question qui est en haut, qui est à quoi faut-il penser avant de partir, que ce soit personnel ou professionnel. Il y a le vécu sur place, il y a tout ce qu'il faut anticiper, et vous avez déjà une expérience de vie à l'étranger, donc c'est des choses que vous percevez, mais à nouveau dans les questions, on va aller plus loin. Qu'est-ce qu'il faut savoir, comprendre et faire avant de partir? Aspect personnel, des formalités, proprement dit, on va avoir plus de détails, pour soi-même, mais et vous êtes de plus en plus avec des âges qui fait que l'aspect conjoint et ou famille viendra se rajouter aux aspects personnels, proprement dit. Un zoom sur tout ce qui est protection sociale, on va y venir, fiscalité, très importante aussi. Et sur les aspects professionnels qui viendront derrière, on se focalisera en particulier sur contrat de travail. Alors pour un VIE, c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui, puisque vous rentrez, c'est un gros avantage dans quelque chose qui est bien cadré d'entrée de jeu, mais comprendre d'avance tout ce qu'il est important de bien clarifier dans un contrat de travail, et même quand on est dans une mission de VIE, ça peut être utile, c'est important, ça viendra un peu en synthèse de tout le reste sur certains aspects, en ayant en amont de toute façon une question qui est, voilà, ma mission à l'étranger aujourd'hui, comment je l'intègre dans une vision de plus longue durée sur mon développement professionnel, ma gestion de carrière, quelle part je vais accorder à l'international par rapport à une carrière plus classique, et ça n'a rien de mieux ni moins bien, plus stable dans mon pays, comment j'alterne les deux, comment d'ailleurs ne pas oublier que quand moi je suis à l'extérieur, il y en a qui continuent à l'intérieur et qui ne les méritent pas, hein, là parce qu'eux, ils ne sont pas en mission à l'international, qu'ils bossent moins bien que moi. Le jour où on se recroise et qu'il y a des choix de priorité, de promotion et d'avancement, comment ça se recombine? Comment est-ce que je les respecte et que les patrons aussi savent ce que je fais? Voilà, bon, quelques questions sous la tente. On peut passer à la planche d'après. Alors, elle est un peu fournie, mais c'est pas grave, parce qu'on n'a pas vocation à la balayer en détail. Et alors, vous aurez, si ce n'est pas déjà reçu, vous aurez toutes ces planches, elles sont pour vous. Hein. On met en haut un lien Internet qui fait que vous la retrouverez, vous pourrez approfondir tout ça. Donc, le but, c'est pas de balayer tout, mais c'est de vous donner des pistes pour que vous puissiez aller plus loin. Ok? Cette planche a pour vocation de dire on a la chance d'être en France, dans un pays assez organisé, à beaucoup de points de vue. Et au moins, tirons le maximum d'avantages de cette organisation, de ces sources d'informations, qu'elles soient ministérielles, administratives et autres. En l'occurrence, c'est une planche qui vient de France Diplomatie, qui est mise à jour régulièrement. Et quand je dis organisé, vous voyez, ça s'appelle expatriation, c'est pour partir et revenir l'esprit tranquille.
en plus ça doit être un petit bouquin que vous pouvez télécharger, mais qui se décline en plusieurs rubriques que vous voyez là-haut. Vous voyez, préparer son expatriation. Il y a des dossiers pays qui sont très bien faits à ce niveau-là, que vous pouvez compléter par d'autres sources d'informations. Mais pour connaître le pays, comprendre l'essentiel, certains points particuliers, avant d'y aller, les documents de voyage, très important, visa, mais pas que visa, mais déjà rien que pour le visa, suivant que vous êtes seul ou accompagné, c'est 2 visas si vous êtes accompagné. Et attention au fait que, bien sûr, classiquement, vous avez un visa de travail, mais celui qui vous accompagne, a priori, n'en a pas. Suivant les pays, ça peut être plus ou moins compliqué de transformer un visa d'accompagnant, de tourisme, de comme on veut, quel est le nom, en visa de travail derrière. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais le visa est quelque chose à regarder de près pour soi-même, a fortiori quand on est accompagné. Bien sûr, dans les visas, il y a toute la question de la durée, la revalidation, les conditions de revalidation, ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, même avec un contrat de travail et un visa de travail dans un pays donné, etc. Protection sociale, on y reviendra, il y a une planche spécifique, y compris la santé qui est derrière, et Dieu sait si la pandémie Covid nous a rappelé à l'ordre sur le fait que, tout bêtement, avec la santé, chacun la voit comme il veut, hein, mais en gros, il n'y a pas à improviser. En tout cas, c'est dommage d'improviser et de découvrir après coup que tiens, je vais dans un pays où, d'un point de vue soins de santé, là aussi, on est plutôt bien habitué en France. Si j'ai besoin de me faire soigner, il y a des pays, c'est compliqué. Forcément, suivant les maladies, suivant tout ce que l'on veut. Bon. Donc, je ne vais pas rentrer là aussi dans les détails, mais la santé, c'est quelque chose qu'il faut préparer, qu'il faut connaître, savoir, parce que quand on a un problème, c'est souvent dans l'urgence où ça le devient, et c'est pas le moment de découvrir tout. Moi, j'étais patron de filiale à Singapour, comme je vous disais. Singapour était connu comme étant le coin d'Asie du Sud-Est, un peu de tous les pays alentours. Si vous aviez une complication de santé grave, il fallait immédiatement converger sur Singapour avec un transport médical organisé pour venir se faire soigner à Singapour. Bon. Donc la santé, ça ne s'improvise pas. Fiscalité, on y reviendra assez longuement. L'emploi, lié avec le visa, mais pas que. Les douanes, c'est tout bête, j'y reviendrai pas, mais on ne part pas avec ses affaires sans se poser des questions et sans être éclairé sur ce que j'ai le droit d'apporter ou pas, de payer des taxes ou pas, et une fois que j'y suis, ce que je fais venir, ou etc., quand je repars dans l'autre sens. Bon, très bien. Les douanes, permis de conduire, souvent oublié et essentiel. Logiquement, comme c'est le cas en France, vous ne conduisez pas simplement en disant j'ai un permis chez moi et ça marche. Non, il faut valider le permis. Il faut avoir ce qu'on appelle un permis international. Parfois, il faut le repasser. Bon, ça paraît tout bête. Il y a des pays où même si vous avez le permis, je ne vous conseillerais pas de conduire. Moi, j'ai été pendant 4 ans en Inde. Je peux vous garantir que sans aucune hésitation, un chauffeur indien, lui, il sait se débrouiller dans ce millimélo permanent de trafic qui, etc. Et puis, si vous avez besoin d'un accident, vous allez vraiment très embêté. Et puis, pendant le temps que vous allez faire dans les embouteillages, il vaut mieux pouvoir téléphoner, bosser, réfléchir. Donc, au-delà du permis de conduire, il y a tout ce qui est relatif à comment se déplacer et conduire sur place. Retraite, ça sera lié avec la sociale santé, on va dire. Association des Français de l'étranger, très important. Vous arrivez dans un pays donné, vous avez un visa, première chose à faire que l'on vous demande, c'est inscrivez-vous dans le consulat, auprès du consulat de France dans ce pays, qui sache vous joindre à tout moment, votre adresse, votre téléphone, machin, etc. S'il y a des besoins urgents, quels qu'ils soient, d'informations ou d'actions qui doivent être pilotées par l'ambassade, le consulat, etc., vous devez être aussitôt informé, joint, recevoir des directives. Donc, enregistrez-vous auprès du consulat et il y a en général une association des Français du pays. C'est pareil, c'est une bonne source d'information. Je vais te dire, attends juste un instant, je vais te passer la parole. Donc, ça, c'est important. D'ailleurs, à propos de consulat, le jour où il faut voter aussi, c'est au consulat que ça se passe et que ça s'organise. Donc, soyez enregistrés au consulat. Oui, Bruno, tu avais quelque chose. Oui, en plus, au niveau consulat, bon, des pays un peu tendus,
on a créé, consulat il y a 20 ans, on a créé des chefs de quartier. Vous pourrez éventuellement, dans le cas où il y aurait des vaccins à opérer, retrouver sanitaire, sécuritaire, à ce moment-là, vous vous retrouverez. Donc, voilà, mais ça, c'est le consulat. Donc, il est très important d'inscrire systématiquement au consulat. Moi, j'ai l'exemple Vietnam, évidemment, j'ai créé. Donc, on est arrivé en 2017, personne au consulat, mais on a créé deux associations, une qui s'appelle l'ADFE et l'une qui s'appelle l'UFE. On pourrait éventuellement y adhérer. Ça fait partie de ces associations français de l'étranger, et il y en a dans beaucoup de pays, tout de suite les dire. Ça va Bruno? On passe à la suivante. Pour tenir l'avantage d'avoir la pendule là-bas en ligne de mire, c'est bien organisé la salle et c'est bien. Je crois que c'est le respect mutuel que l'on se doit, d'être dans les temps, non pas pour faire la course, mais pour... Alors, est-ce que sur ce point général, je vais maintenant revenir un petit peu sur santé, protection sociale, puis sur fiscalité. Éventuellement, mais très rapidement, sur scolarité à l'étranger, ça ne me concerne peut-être pas encore directement. Mais est-ce que sur le général, avant de revenir sur protection sociale et fiscalité, vous auriez des questions particulières? On continue? Donc, une planche, pareil, avec un lien sur la Caisse des Français de l'étranger. Et à travers cette planche, brosser un petit peu l'ensemble des aspects de protection sociale. La France, là aussi, fait partie de ces pays. On a la chance d'y être attaché, d'y être né, quels que soient les motifs. Ça, c'est les mystères de la vie, mais qui est bien organisé. Et c'est quand on va à l'étranger que parfois on découvre que, ah bon, ça me paraissait évident, mais c'est pas évident de façon universelle, une protection sociale et santé. On voulait insister sur cette planche sur deux points parmi d'autres, mais auquel vous pouvez adhérer à travers la Caisse des Français de l'étranger, donc c'est le message clé. Vous êtes à l'étranger, suivant le contrat de travail que vous avez, VIE, encore une fois, vous êtes dans un sas de transition extrêmement bien protégé et aménagé. Mais quand vous êtes à l'étranger, a priori, dites-vous que tout ce qui est suivi et protection sociale habituelle en France ne continue pas instantanément. Y compris parce qu'il y a par exemple un certain nombre de cotisations aux services de protection sociale qui vous concernent, qui sont faites par votre entreprise. Si quand vous êtes à l'étranger, soit votre contrat de travail, soit même votre entreprise ne dépend plus du système français, eh ben, ça s'arrête. Il y a des choses qui continuent, d'autres non. Bref, il faut être au clair là-dessus. Dans tous les cas, rétablir l'intégralité de vos droits sociaux, devoirs associés, parce que ça coûte quelque chose par exemple, mais vous pouvez le faire à travers la Caisse des Français de l'étranger. C'est quelque chose qui est structuré, qui est organisé, qui est justement fait pour ceux qui sont à l'étranger et qui ne seraient pas automatiquement intégrés et inscrits dans les caisses sociales, de sécurité sociale. Un zoom particulier sur deux points de ne pas perdre de vue, santé, retraite. Alors santé, on en a déjà parlé. Je vous ai mis là un extrait du plan santé, du moins au niveau du titre que vous trouvez sur le site de la CFE, qui concerne les jeunes expats. Il appelle les jeunes expats santé. Vous verrez, il y a plusieurs plans. Vous choisissez ce que vous voulez, mais celui-là, par nature, et le titre appelle aussitôt, correspond bien à des problématiques que vous pouvez rencontrer. Vous voyez, quelques mots, mais il y a beaucoup plus de détails. Vous pouvez cocher les options que vous voulez, couvre tous les frais de santé des expatriés de moins de 30 ans et de leurs ayants droit partout dans le monde, y compris en France. Bon, y compris en France, mais quand vous revenez en France, pendant une période de votre mission, vous êtes en congé en France ou en mission de carrière, vous êtes couvert aussi, quoi. C'est pas, ça paraît tout bête, mais, ah ben oui, non, mais vous êtes plus à l'étranger, non, vous êtes couvert. Voilà, c'est important. Et à nouveau, je reviens sur le fait que la santé, si on savait prévoir à l'avance tout ce qui peut être besoin d'aide à la santé, ça serait merveilleux, et encore, je ne sais pas. Un monde bien organisé, je ne suis pas sûr. Mais voilà. Donc, on pourra se poser des questions.
y compris, ce qui n'est pas nécessairement dans ce plan-là, mais que vous pouvez choisir à côté. N'oubliez pas, suivant les pays où vous êtes, une assurance qui vous couvre et organise immédiatement un rapatriement médical en cas d'urgence sur un pays où vous pouvez être traité. Une opération chirurgicale compliquée, vous avez eu un accident de voiture, vous êtes renversé, vous êtes tombé, il peut se passer des tas de choses dans la vie, c'est comme ça. Bon, voilà, n'oubliez pas l'aspect rapatriement médical d'urgence. Retraite, c'est un autre gros domaine auquel, surtout quand on est jeune, on ne pense pas nécessairement, on dit, oh, ben, on travaille, mais la retraite, on verra. Oui, sauf que la retraite, si on ne cotise pas tout au long de sa vie, il n'y a pas de raison que ça tombe comme un paquet magique à la fin. Que ce soit une cotisation d'ordre privé, on cotise à une caisse privée de retraite, style américain, anglo-saxon, etc. Ou bien c'est un système de protection et de mutualisation sociale, mais je vous dis qu'il faut cotiser. Bon. Pareil, si votre contrat et votre situation d'expatriation ne prévoit pas, et a priori, donc c'est ça la situation la plus courante, si vous ne cotisez pas, ben vous allez découvrir à la fin de votre carrière que vous avez des trous, il n'y a pas eu de cotisation, ben oui, ben du coup, il manque quelque chose. Soit vous ne pouvez pas partir en retraite, soit vous partez avec des montants de retraite largement en vue. Donc voilà. Inscrivez-vous, cotisez. En tout cas, prenez un choix conscient et ne découvrez pas trop tard, c'est l'expérience qu'on pourrait vous transmettre, découvrez pas trop tard que tiens, il aurait fallu s'occuper de ça, personne ne l'a jamais dit. Bon. Sécurité sociale. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, santé, retraite ou autre, aspect protection sociale? Oui, Laurent? Un petit commentaire. Il y a un mot important là. C'est quoi un ayant droit? C'est quoi un ayant droit? Ouais. Ouais, mais ça fait une hypothèse importante. Oui, Et oui. Par exemple, si vous êtes pacsé en France, le pacte n'a pas d'équivalent dans la plupart des pays où vous irez à l'étranger, en tout cas en Europe. Donc concrètement, si vous avez une démarche de partir à l'étranger avec des ayants droit, il faut se marier. C'est important quand même. Hein. Et tout petit détail, par exemple, le mariage homosexuel n'est pas accepté dans tous les pays. Aussi, tout petit détail. Donc on peut avoir, comme tu le disais tout à l'heure, l'expatriation, c'est une aventure, hein, mais derrière l'aventure, il y a plein de prérequis ou d'hypothèses qui sont implicites dans un contexte français, mais qui seront peut-être en complète opposition, non seulement devront être explicitées, mais pourront être en complète opposition avec les pratiques dans votre pays d'accueil. Hein. Concrètement, moi, ça veut dire bon, quand je suis parti, on était déjà mariés avec ma femme et on avait déjà nos enfants, mais tous les copains que j'ai eus qui sont partis en expat, ils sont mariés au moment de l'expat. Donc c'est déjà quand même un choix vachement important. Hein. On ne fait pas uniquement un choix de partir ensemble, on fait quelque part, au moins en hypothèse, un engagement pour la vie. C'est positif ou c'est négatif son commentaire? Je suis tenu à faire aux anecdotes. Je vais vous parler d'une petite qui m'est arrivée sur une exposition au Ghana. J'avais une petite fiancée qui est venue me retrouver pendant les grandes vacances. Ouais. Et elle avait un visa. Et on a voulu faire renouveler ce visa, et les autorités ghanéennes ont dit Carole, il faut faire quoi? Il faut se marier. On est allé voir l'ambassadeur, le consul général, puisque ce sont les consulats à Paris, et on s'est marié de façon. Et c'est pas prévu. Et je suis quand même resté avec elle 20 ans. C'est l'ambassade sur place la plus. Oui, c'est plus. Alors, les Français, je me suis remarié une deuxième fois au Vietnam, avec une Vietnamienne. Et là, vous devez d'abord vous marier, ce qu'on appelle à la coutume. Alors, vous mariez à la coutume. La belle-mère, quoi. Oh, pardon. Regarde, en plus, c'était communiste, c'était un militaire, d'ailleurs, le premier jour, il n'est même pas venu, et avec ce document, vous allez au consulat général, et là, ils vont vous là,
C'est très important. Donc, je vais m'entraîner. Si vous épousez un personnage, des dames, calmement, faites d'abord un mariage, celui-là, avant de vous marier. J'ai eu des gros problèmes en Madagascar. Je crois que le message là, global à retenir de ce qu'on est en train de vous dire, et à vous la parole, n'hésitez pas, c'est vous avez en plus la chance d'être, de par votre formation, votre métier, probablement votre éducation, quelle qu'elle soit, vous avez de la chance d'être quand même dans des gens qui ont des capacités d'absorption d'informations, d'aller en chercher, de la comprendre, de l'analyser, de prévoir, qui est, on va dire, au-dessus de la moyenne. Tant mieux pour vous, tant mieux pour nous, c'était pareil. Ceci dit, on l'a reçu, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. En revanche, ça veut dire que c'est d'autant plus dommage de pécher par, comment dire, ignorance ou par manque de raisonnement et de précipitation, alors que vous avez des tas d'éléments que vous pouvez aller chercher et que vous pouvez peser, décider, mettre ensemble, y compris à travers des expériences partagées comme ça, d'accord? Petit complément très concret. Quand on est jeune, vous savez combien ça coûte par an, cette assurance je n'ai pas vérifié dernièrement, mais c'était de l'ordre de 100 € par an. Rien du tout. Par rapport à ce que vous récupérez à la fin, vous pouvez gagner 1, 2, 3 ans de votre vie quelque part en mettant 100 € par an au début. Donc vraiment, regardez, vous ne savez pas de quoi demain sera fait, donc même si vous êtes dans une hypothèse, c'est très bien d'y aller, là on verra, c'est bien d'avoir une petite assurance qui ne vous coûte rien du tout. Qui nous payera aussi un peu par an. Vas-y, oui. Et du coup, c'est compatible avec le contrat des VIE. Je pense. C'est après VIE, c'est ça. C'est après VIE. Dans le cas du VIE, il y a déjà justement un package avec une assurance. C'est arrive, qui est le contrat global des VIE, où vous avez le rapatriement, l'assurance maladie, etc. Voilà. Donc ça, c'est la plus et en droit aussi. Et en droit, encore une fois, comme c'est fini, les personnes mariées. Et les enfants. Et les mariés avec les enfants. C'est maintenant c'est pas l'intérêt. Et ça, du coup, c'est après, la question, c'est si vous restez après le VIE, voilà. Sur la boîte à une mutuelle. Vous gardez, voilà, soit sur la boîte à une mutuelle, soit vous pouvez garder le lien avec le système français en passant par ce mécanisme. À nouveau, je crois que c'est une très bonne question et le complément de Loïc pour vous dire soyez vigilants, affûtés, pertinents. Du coup, vous allez probablement regarder plus en détail ce que le VIE, je ne sais pas si vous l'appelez contrat VIE d'ailleurs ou pas, mais disons par simplicité, ce que votre contrat VIE couvre. Et du coup, vous irez peut-être chercher un peu plus loin, être sûr de. Et ça, c'est aussi couvert ou pas? D'un point de vue retraite, c'est probablement plus clair, mais d'un point de vue médical, ce qu'on disait tout à l'heure, je doute qu'un contrat VIE incluse de façon standard un rapatriement d'urgence pour une opération médicale difficile dans un pays compliqué. Oui, il y a une très bonne couverture en VIE, justement, c'est le gros avantage, c'est qu'il y a une très bonne couverture. Oui. Dans certains pays, ça demande à ce qu'il y ait d'abord une demande de devis, enfin, comme pour des assurances privées d'ailleurs. Mais pour y avoir déjà été confronté avec certains pays, au moindre souci, il y a une prise en charge, rapatriement si nécessaire, enfin, c'est peut-être. D'accord. Alors, regardez-le, visiblement oui. Je vais plus loin du coup. Quand vous arrivez sur le pays, il est probable qu'il faut se déclarer en disant attention, je suis là, si jamais j'ai une urgence, vraiment, je fais quoi très concrètement? Mon contrat le couvre, mais concrètement, je fais quoi? Vous voyez, c'est ce genre de questions, tout ça pour après vous débarrasser l'esprit de complications et être à fond sur la mission qui est le cœur de votre raison d'être là. On peut passer à la planche suivante, fiscalité. Vous avez là aussi le lien qui va bien. C'est un sujet complexe et très important. Bon, là, on parle de la fiscalité sur le revenu, la fiscalité dans l'entreprise, etc. D'accord? Je ne sais pas, une petite question comme ça. Est-ce que
Pour vous, fiscalité, c'est clair, vous partez à l'étranger, vous êtes fiscalement dépendant de quoi ou de qui, c'est clair ou aucun jugement de valeur dans la réponse, hein. Vous n'avez pas posé la question, c'est pas clair, etc. Je ne sais pas. Oui, non. Si on veut pas qu'il y ait du VIE, on moins pour les trucs la fiscalité. Effectivement, en tant que VIE, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Alors, c'est pour ça qu'on a un salaire, on parle d'une indemnité. Vous recevez une indemnité qui est nette d'impôt. Vos années de VIE comptent pour la retraite, en indemnité en semestre pour le calcul de la retraite. Si jamais il y a des revenus qui doivent être imposés localement, ça peut arriver, il y a certains pays qui imposent, malgré ça, qu'il y ait des inégalités, c'est l'entreprise qui le paiera ou l'entreprise qui paiera ceux qui sont par Equimed, c'est l'entreprise qui paye l'impôt sur le revenu. Par contre, se posera la question, et c'est pour ça aussi c'est important d'anticiper, parce que 2 ans, pas être long, mais c'est aussi très rapide. Et donc, lorsque vous arriverez au bout de 18 mois et on commencera à vous poser la question qu'est-ce que je fais après, il faudra bien prendre ça en considération. Parce que dans certains pays, la fiscalité peut être très importante. Et donc, il faut le travail par rapport à ça. J'ai un autre élément avant, mais je pense qu'avant de partir, il faut avoir une justice fiscale. Il faut avoir une justice fiscale avant de partir. S'il était déjà imposé. C'est une très bonne négociation. C'est spécifique. Alors, dans le chronologie de tracer le cadre, et vous allez voir que ce genre de questions est iront, et on pourra y revenir. Donc, oubliez la autonomie pour être plus pertinent dans vos analyses, oubliez le fait que vous avez VIE et que tout est parfaitement organisé, ce qui est plutôt vrai. Très bien. Comprenons le cadre général d'une fiscalité à l'international. Vous êtes français, vous travaillez dans un pays étranger. La question de base qui se pose, c'est où est-ce que vous êtes imposable sur vos revenus? D'accord? Sachez que par défaut, la règle internationale qui s'applique, c'est que vous êtes imposable des deux côtés. Par défaut, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas par défaut? C'est qu'il y a, au contraire, une convention fiscale entre les deux pays qui a traité les cas de figure et en disant ça c'est imposable dans le pays qui vous abrite, ça c'est dans le pays d'origine. Enfin, les conditions sont définies. Mais voilà, retenez bien que si vous ne vous en occupez pas et par défaut, vous pouvez être imposé des deux côtés. Bon. Donc maintenant on rentre un peu plus. Il y a une convention fiscale. La France en a avec beaucoup de pays. Là aussi c'est une chance. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de convention fiscale avec le reste du monde. Très bien. Cette convention fiscale va en particulier, le premier point qu'elle va clarifier, c'est le lieu de résidence fiscale. De considérer que vous êtes résident fiscal ou en France ou dans le pays qui vous abrite et où vous travaillez. Il y aura un nouveau état de bénévole. Mais c'est le deuxième concept fondamental. Par défaut, et attention à tous ceux qui vont vous raconter qu'ils ont tout compris à la fiscalité internationale et qu'il suffit d'être un petit peu malin et je paye rien nulle part. Parce qu'évidemment, c'est le grand jeu. Je paye rien, qu'est-ce que je suis astucieux? Bon, par défaut, on est résident fiscal dans le pays où l'on réside plus de 183 jours par an. Ce n'est pas un chiffre au hasard, c'est la moitié de l'année, plus d'un. 365, ça va faire 182,5, 183 jours ou plus. Vous êtes, s'il n'y a pas d'autres critères, vous êtes résident fiscal. C'est là que vous devez rendre des comptes d'un point de vue fiscalité impôt sur le revenu. D'accord? Il y a donc des petits malins qui s'arrangent pour être 10 jours ici, 180 jours là, 180 jours là, non, ça devrait être 5 jours ailleurs, ça fait les 365, et puis je ne vois rien à personne. Et évidemment que c'est pas ça. Mais la notion de résidence fiscale est très importante. La convention fiscale définit ce qui fait que vous êtes résident ici ou là. Plus précisément encore, si vous êtes résident dans ce pays vis-à-vis de tel type de revenus, et puis par contre, vous êtes peut-être resté résident dans l'autre vis-à-vis d'autres revenus. D'accord? Vous pouvez avoir, je dis n'importe quoi, mais non, je ne vais pas dire n'importe quoi, je vais prendre un cas très concret qui peut exister. Vous avez votre indemnité de VIE, mais à l'au-delà de VIE, vous avez votre salaire
expatriation de l'entreprise française qui vous emploie et qui vous a détaché là-bas, qui vous a expatrié là-bas. Mais il se trouve que en complément sur place, vous avez des revenus. Vous avez un deuxième petit boulot, mais peut-être que vous êtes membre d'un conseil d'administration, que l'entreprise vous a peut-être demandé, et je dis n'importe quoi, mais il peut y avoir des tas de raisons. D'accord? Et ben voilà déjà certainement deux types de revenus qui ne sont pas imposables de la même façon au même endroit. D'accord? Si vous êtes avec, comment on appelle ça, un conjoint, pareil, et qu'il a le droit de travailler, je ne reviens pas sur le visa, ce qu'il ou elle va gagner, et si vous êtes, comme disait Laurent, marié, donc en revenu du ménage et du couple, voilà, attention, ça peut être un peu compliqué à départager. En tout cas, ça n'est pas vous à nouveau, ni moi, ni n'importe qui peut s'inventer sa petite règle en trouvant que c'est logique. Non, il y a des règles qui vont vous dire ce que vous devez payer ici ou là. D'accord? Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas un fiscaliste, mais c'est pour vous attirer l'attention sur le fait que c'est clairement défini et ceux qui essayent de passer au travers des mailles du filet, en général, quand ils sont rattrapés, ça leur coûte beaucoup plus cher que ce qu'ils croyaient avoir économisé, plus le fait qu'en général, vous vous faites... bonjour. Vous vous faites... en plus, vous vous faites expulser du pays de façon assez désagréable quand on découvre que vous avez triché. Pour l'entreprise qui vous emploie, c'est pas agréable du tout non plus, ça fait pas terrible, etc., etc. Donc, ne jouez pas avec ça. Là aussi, c'est bien organisé, faites-vous conseiller. Il y a, comme disait Laurent, le quitus fiscal. Si vous allez passer d'une situation de résident fiscal en France, qui a priori votre cas aujourd'hui, comme chacun d'entre nous, mais que vous allez être pendant un certain temps détaché dans un pays donné, vous allez y travailler, vous remplissez les conditions qui font que vous allez être fiscalement, au contraire, résident là-bas. Vous devez, normalement, ça fait partie de la réglementation et elle est compréhensible, faire ce qu'on appelle un quitus fiscal avant de quitter la France. C'est-à-dire qu'avec l'administration fiscale, votre centre des impôts, vous devez faire une déclaration de ce part au 1er juillet, etc. Ils font le calcul de ce que vous devez avant de partir. À partir de là, vous tombez dans l'autre système. Mais voilà, vous devez faire un quitus fiscal. Donc, oui, allez-y. Est-ce que c'est applicable quand on est rattaché au code fiscal de ses parents? Quand on est, pardon? Rattaché au code fiscal de ses parents. Moi, par exemple, je n'ai pas encore 25 ans. Oui. Donc, je suis toujours rattaché au code fiscal. Dans ce cas-là, est-ce que je dois faire... Alors, je dirais très certainement oui. Mais à nouveau, notre conseil de base, c'est maintenant que vous serez plus attentif là-dessus, renseignez-vous, hein, il n'y a pas de secret, il n'y a jamais aucun mal à se renseigner. Je pense que oui, parce que tant pour vous que pour vos parents, le fait que vous soyez rattaché à leur foyer a des implications. À partir du moment où vous n'y serez plus, de fait, même si, faute de formalité, vous l'êtes soi-disant encore, à partir du moment où vous n'y l'êtes plus, il y a quelque chose qui devient, entre guillemets, mais de fait, irrégulier. Ou bien au contraire, c'est très régulier, mais vous l'avez vérifié avant, vous posez la question à votre centre fiscal, vous leur demandez à eux de poser, hein, il n'y a pas de secret, il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit. La seule vraie peur, c'est de faire n'importe quoi et d'être attrapé bêtement par la patrouille. Et voilà. Mais oui, je pense que c'est une très bonne question que vous posez. Voilà. Est-ce que sur l'aspect fiscalité, oui, bon, j'ai deux points complémentaires. Le premier, c'est que, enfin, trois. Le premier, c'est vis-à-vis de l'entreprise dans laquelle vous serez, quand il y a un contrôle fiscal dans le pays, donc, je dirais, les contrôleurs fiscaux, ils adorent les étrangers. Spécialement quand c'est des pays riches, vous ne serez pas mieux payé que les locaux. Ils ne sont pas très intéressés. Par contre, quand vous allez dans des pays, on va raisonner ça impôts, il y a une forte probabilité qu'en tant qu'étranger, vous soyez payé, pas le bon terme dans ce cas-là, mais la somme que vous avez à la fin est plus élevée que les locaux. Donc, c'est une source de revenus pour les organisations fiscales. Donc, quand ils font un contrôle fiscal dans une entreprise où il y a des étrangers, ils commencent toujours par les étrangers. Donc, c'est une raison supplémentaire pour faire attention. Vous ne passerez pas dans les mailles du filet. Second point, les taux d'imposition sont hautement variables selon les pays, mais grosso merdo, non linéaires. Donc, si vous êtes dans des pays
on va reprendre la terminologie pauvre, il serait probablement dans un coefficient d'imposition élevé, même si, pour l'équivalent français, vous seriez dans un niveau d'imposition faible. Donc, tenez en compte, là encore, les sommes à payer dans les impôts sur place pourraient être importantes. J'ai en tête l'exemple de l'Inde, par exemple, où même pour des jeunes étrangers venant en Inde, ils sont très vite à des taux d'imposition importants. Troisième point, c'est compliqué, dit Bruno, c'est souvent ambigu, donc soyez conseillés. Soyez conseillés en France et soyez conseillés quand vous arrivez dans le pays, et même si possible un peu avant. Et où vous avez le conseil de la part de spécialistes, vous passez par les associations, les Français de je sais pas où, les pas français de je sais pas où aussi, qui vont pouvoir vous donner des indications et souvent des noms de conseils, des gens à contacter. Mais lâchez pas le truc. Et dernier point, quatrième, alors ça doit être pareil maintenant, mais le bureau qui s'occupe, l'organisation des impôts français qui s'occupe des Français de l'étranger fonctionne superbement bien. Les emails fonctionnent très très bien, ils répondent avant qu'on ait envoyé le mail. Donc, quand vous serez là-bas, ça veut dire qu'il y a deux côtés. Il y a le côté positif et le côté négatif. Le côté positif, c'est que si vous avez des questions, ils vous répondront vite et bien. La seconde, c'est si vous n'avez pas posé la question, mais que vous êtes en infraction, bah tant pis pour vous. Parce que si vous avez posé la question, vous avez répondu vite et bien. Donc vous ne pourrez pas arguer du fait d'être à l'étranger pour dire que j'avais rien compris et je ne veux pas payer quand je viens en France. Une anecdote sur le quitus fiscal. J'étais en Evasan, du gamin sur l'autoroute, avec une voiture dans l'as, etc. Bref, est arrivé à la frontière togolaise, juste avant de quitter le Ghana, il y a un monsieur, quitus fiscal. J'étais en Evasan, hein, j'étais allongé, tout ça, j'étais en train de mourir, et il n'y a rien à faire. Hein. Alors bon, finalement, heureusement, il y a eu le quart de rouge, on a réussi à insister, je peux quitter le pays, alors que j'allais à l'hôpital, on me fait Ça veut dire qu'au-delà de l'anecdote, le quitus fiscal est clairement là pour être sûr que vous quittez un pays, vous êtes en règle avec la fiscalité du pays. Ça peut être aussi dramatique que Bruno vient de le dire, mais le principe, c'est ça. Après, ce que disait Laurent me fait penser à une remarque qu'on a souvent eue dans les interactions avec des jeunes comme ça, comme vous, qui peut, même inconsciemment, renforcer le fait que la fiscalité, c'est pas vraiment mon sujet, c'est pas le problème, c'est un peu comme la retraite, on verra un jour ou l'autre. D'autant que je suis jeune en début de carrière, je gagne pas grand-chose, donc d'ailleurs en France, je suis exonéré d'impôts, donc fiscalité, c'est pas mon sujet. Ben, comme dit Laurent, attention, nous sommes dans les 5-6 pays les plus riches du monde. Ça veut dire que dans l'immense majorité des autres pays où vous allez aller travailler, vous avez un niveau de revenu et de salaire qui peut très vite, même étant en début de carrière, être considéré très élevé, en tout cas tout à fait imposable dans le pays en question. Donc n'ayez pas en tête que non, mais de toute façon, ça fait partie des non imposables. En France, aujourd'hui, oui. Là-bas où vous allez aller, non. Pas du tout, pas forcément. D'accord ? Et à quel moment est-ce que la bombe va se reboucler pour contrôler que vous faites ce qu'il faut? Le système est bien foutu, comme d'habitude. Hein. Il y a une ligne de contre-réaction. Cette ligne de contre-réaction, en français, ça s'appelle comment? Ça a 4 lettres. Qu'est-ce que vous avez dit? Pardon? C'est quoi ces 4 lettres? Ça commence par V. Ouais, ça commence par V, ça finit par A. Voilà, visa. C'est que en général, les durées des visas sont assez courtes. C'est 2-3 ans, typiquement. Donc, ça laisse le temps. Une des raisons pour lesquelles les visas sont de courte durée, en général, c'est que ça laisse juste comme par hasard le temps aux organisations fiscales des pays de vous enregistrer, de voir où vous en êtes, et commencer à recevoir les sous. Et donc, s'ils n'en reçoivent pas au moment où vous demandez la prolongation de votre visa, ils se posent des questions 400. Et maintenant, il y a un truc qui s'appelle l'informatique. Hein.
qui fait dans à peu près tous les pays du monde, il s'appuie sur un bouton et dans l'info. Parce que si un service qui généralement est bien organisé dans n'importe quel pays, même le plus paumé, c'est le système. Donc le système est bien reçu. Et nous, il aura pour nous. Donc, tenez-en. Mais ça me fait penser à un point que je voulais dire aussi tout à l'heure, qui me revient. Comme disait Laurent, peut-être pas rattrapé par la patrouille, je ne sais plus quoi, si vous devez des infos dans un pays donné, vous qui vous destinez à l'international, commencez par une mission au VIE, si on reprend un tout petit peu de hauteur, vous êtes dans un pays donné, vous travaillez avec ces gens-là pour développer quelque chose ensemble, pour une entreprise, mais pour développer, dans un pays qui va vous accueillir et vous héberger. Est-ce que mon premier réflexe, même inconscient, c'est de tout ce que je pourrais faire pour diriger le pays, je vais le faire, ou bien je suis dans un pays qui m'accueille, je respecte les règles. Ces gens-là ont de la fiscalité comme on en a en France, c'est qu'il y a des besoins à couvrir, forcément. Pourquoi est-ce que j'essaierai d'y échapper? Alors, le raisonnement est rarement aussi sophistiqué, mais si vous allez creuser un peu le pourquoi du comment je le fais ou je ne le fais pas, voilà. Un conseil à vous donner, ne soyez pas dans la catégorie de je tire le maximum, je gruge les autres au passage. À côté de ça, en réunion d'équipe avec mes collègues du coin, qu'est-ce qu'on est sympa, génial notre projet, on s'aime bien, on se verra toute la vie. Or, mais au fait, moi, si je peux ne pas payer d'impôts ici, je ne paye pas d'impôts. D'accord? Bon, voilà. Donc, c'est une question d'état d'esprit qui est important et qui doit peut tout éclairer. Il y a une planche suivante qu'on peut certainement passer rapidement, sauf si vous le souhaitez, qui est sur la scolarité. Pareil, il y a des tas de solutions pour la scolarité des enfants quand on est à l'étranger. On ne veut pas qu'ils perdent le fil de la scolarité française, qu'ils puissent être réintégrés quand ils reviennent en France, et pour autant, tout ce qu'ils pourront apprendre à l'étranger d'un système d'éducation, à commencer par la langue différente, c'est utile, etc. Bon, ceci dit, vous aurez la planche. Si ce n'est pas votre problématique aujourd'hui, si quelqu'un a une question, on l'adresse. Sinon, pour rester dans les temps, on passe au suivant. Est-ce que déjà, c'est une problématique que vous avez? Pas encore. Ça viendra vite, je vous le souhaite, mais bon. Laurent, oui, mais c'est exactement votre point. Voilà, vous pouvez partir. Je vous souhaite, je ne rentrerai pas dans le détail, mais les conséquences possibles pourraient être quelque chose que vous pouvez imaginer. Nous, quand on est parti, on avait 3 enfants, de 2 à 7 ans. On les a d'abord mis dans une école française, et juste après, on les a mis dans une école anglophone. On était en Inde. Pourquoi? Parce qu'on souhaitait qu'ils aient vraiment des écoles dans tous les pays, en fait. Et l'expérience qu'on avait de l'école française, c'est que c'était vraiment très franco-franchouillard. En Inde. Après, en Chine, l'école, c'était une école franco-allemande, et ils passaient leur temps à se taper dessus dans le bus pour les Français et les Allemands. J'ai même c'est pas du tout. Hein. Enfin, un niveau d'agressivité incroyable, ce qui nous a confirmé de notre décision de mettre nos enfants dans le système international. Donc, mon point, c'est pas de dire qu'on a raison. C'est juste de dire que vous avez une option, un choix qui est important, qui vous mettrez vos enfants, qui conditionne aussi les gens que vous verrez. Les enfants, surtout quand ils sont petits, elles-mêmes à voir les parents. Donc, ce sera votre choix. Est-ce que vous voulez rester dans un système très franco-centré ou ouvert à l'étranger? Nous, notre initiative, c'était plus simple, c'est-à-dire on voulait qu'ils apprennent l'anglais par exemple. Donc, ils soient complètement bilingues. Bon, par la suite, par hasard, ils sont allés jusqu'au IB avec le système anglo-saxon. Par contre, on a vu que tout choix a ses conséquences parfois négatives. Quand les gosses sont plus dans le système francophone. Ça marche quand ils sont petits. Alors, vous, comme vous êtes jeunes, quand ils partiront, quand ils arriveront là-bas, le premier rang, mettez-les dans l'école locale. N'hésitez pas quand ils sont petits. Après, il y a ces choix à faire. Mais si vous restez longtemps, l'école française est un système très normatif. Hein, et donc, les enfants qui ne sont pas dans la norme ont beaucoup de mal à se réintégrer. En gros, quand on arrive ça marche encore un peu au primaire. Et je connais personne dont les enfants ont pu revenir d'un système non francophone
un système francophone à partir de ce niveau. Bon, Madagascar, donc deux enfants, On t'entend pas bien. Voilà. à Madagascar, les deux enfants ont été mis donc l'école maternelle malgache, c'est effectivement. Et je suis passé en primaire au lycée français de la Natale, qui est le grand bonhomme de mon éducation. Je suis d'accord avec vous. Moi, par contre, je veux dire, j'ai refusé mon dernier poste chez CMA Souverain de Marseille, qui est le grand port de Matadi à RBC. Il n'y avait aucun des 4S. Donc, je n'ai pas accepté ce poste. Et je suis rentré particulièrement la santé et la scolarité de mes Reste, alors, des limites, la santé. La première, c'est la sécurité. Si les pays sont en castagne, je ne parle pas. Il n'y a rien. Les pays en voie de développement, particulièrement africains, en RDC, à l'est, à l'ouest. Ensuite, sécurité, ouais. Ensuite, le deuxième, c'est santé. Okay. Donc, il faut au moins un dispensaire, si possible un médecin, si possible. Le troisième, c'est scolarité, si vous allez en voir. Donc, il faut au moins une école française ou internationale. Et le quatrième, c'est sociabilité. Il faut qu'il y ait, vous allez le dire, cher ami étranger, au moins des gens à peu près de votre pays, au moins de votre système. Car laisser une épouse, ou même vous, laisser une épouse uniquement avec les autochtones, qui était notre cas à un moment, il peut y avoir des soucis, et pour les enfants aussi. Ce qui fait que, bon, là, ça ne me concerne pas, parce que ça vient tout de suite. Mais en futur, moi, je vois les ailleurs. Bien sûr, aujourd'hui, Alors, c'est intéressant la formule de Bruno et 4S pour lui dans sa façon de conduire, ou en tout cas d'évaluer. après, évidemment. Voilà, ça vous donne des points de repère et à nouveau, c'est le but d'une réunion comme ça. Sur la scolarité, on va donc pas s'attarder, vous aurez la planche, mais sachez qu'à la fois c'est un sujet très important pour les enfants, bien entendu, et leur avenir, qui peut être complexe parce que suivant l'endroit où on est, il y a peu ou pas d'options de scolarisation, mais inversement, et on ne va pas la détailler, mais cette planche nous donne toute une série de pistes, et là aussi on a la chance en France, y compris à commencer par le Centre national d'enseignement à distance CNED, qui fait que où que vous soyez dans le monde, et même en France d'ailleurs, si vous avez une incapacité à suivre la scolarité, les cours sont disponibles, sont extrêmement bien organisés, structurés, accompagnés, etc. Plus école locale, plus internationale, plus lycée ou collège ou école française s'il y en a. Bon, voilà. Les morceaux de puzzle à assembler existent. Là aussi, regardez le moment venu quelle est la bonne façon de faire. On peut passer à la dernière planche de cette première partie et on sera dans les temps. Et la vocation, là aussi, est pour vous en avance sur ce que c'est un après-VIE, mais finalement, c'est bon, c'est une planche qui récapitule un certain nombre de points d'attention à avoir vis-à-vis d'un contrat de travail, d'accord, qui vous lie, vous et votre employeur, en l'occurrence pour une mission donnée qui va être une période d'expatriation, d'accord. On va les voir rapidement, mais que vous soyez VIE ou pas, je crois que l'intérêt de cette planche, c'est qu'elle vous rappelle un certain nombre de points qu'il faut bien regarder dans cette période particulière de relations professionnelles que vous allez avoir avec un employeur, qui vous met dans une situation particulière, qui est de travailler en dehors des repères classiques franco-français qu'on connaît, d'accord? Alors, quel que soit l'ordre, avec des placements un peu de couleur, il y a des choses sur lesquelles on est déjà venu, d'autres un peu nouvelles. Vous avez en haut ce qui relève un peu de la protection, de l'anticipation, des sujets, des problèmes. Bon. Le deuxième, protection sociale, on en a parlé, je ne reviendrai pas. Fiscalité locale, on en a parlé, je n'y reviendrai pas. N'hésitez pas si votre boulot est complexe, mais je crois que Laurent ou Bruno le disait. Un cabinet d'experts et de l'assistance locale, si c'est compliqué,
et qu'il faut vraiment qu'il y ait un spécialiste qui y voie clair, a fortiori en cas de litige. Je reviens sur le premier point qu'on n'a pas abordé, qui ne pourrait pas trop vous concerner, mais à nouveau, soyez en éveil là-dessus. C'est la protection juridique. Suivant la fonction que vous aurez, qui peut être chef de projet, chef d'agence d'une entreprise qui se développe à l'étranger, vous êtes chef d'une équipe, vous avez une responsabilité. Cette responsabilité, logiquement, quelque part, elle a aussi sa facette juridique. Qui plus est dans un pays dont vous ne connaissez pas, et c'est normal, les lois et toutes leurs subtilités, qu'est-ce qui fait que dans cette fonction et cette responsabilité, vous avez une responsabilité juridique qui peut être d'accord? Bon, au minimum, posez-vous la question, ça ne fait pas de mal, plus vous évoluerez dans la vie, plus c'est quelque chose qui sera clair dans votre tête, et là aussi, si vous avez un doute, faites-vous accompagner. Bon, le cas typique, je l'ai été, mais je suis loin de seul. Je suis patron de filiale d'Airbus Hélicoptère au Brésil, en Inde, à Singapour ou en Chine. Je devrais poser des questions quand même sur qu'est-ce que ça veut dire en tant que responsabilité juridique de la fonction. Il y a un problème, monsieur, c'est le patron de la boîte. Sans aller jusque-là, c'est des choses importantes, ne serait-ce que comme gymnastique intellectuelle à acquérir, d'accord? Juste un point, il y a un sujet qui est, le terme à la mode est peut-être mal adapté, mais certainement mal adapté, et c'est le harcèlement sexuel. Et là, plutôt avec les pays développés, je pense. En tout cas, je ne vois pas en différemment, en tout cas avec les pays développés. Je ne nomme pas les États-Unis, par exemple. Faites vachement gaffe. Vous pouvez être dans une position extrêmement inconfortable, c'est le cas de le dire, spécialement si vous avez été dans un local fermé avec une autre personne. Donc il faut absolument éviter de se retrouver à deux dans un local fermé. Vous faites tout comme trois, minimum. Par exemple. Donc vous n'avez pas besoin d'être vous dans la hiérarchie pour risquer d'être confronté à des situations qui véritablement peuvent devenir vraiment très très compliquées. C'est partout dans le monde. Et on reprend dans les pays développés. C'est un certain exemple que donne Laurent. Je vais vous en donner un autre, qui quelque part se rattache à la même situation, un peu de défi. Là, il y a marge à appréciation de ce que vous avez fait, pas fait, ce que vous avez fait. Tout ce qui relève de la corruption. Passive, active, volontaire ou pas, très importante. Et là aussi, la notion de corruption peut être différente suivant les pays. Et vous êtes, sans vous en être rendu compte, sans jamais se poser la question, laissé impliqué et embarqué dans des situations où vous pouvez être, parce que vous serez une cible facile, celui qu'on va accuser d'être impliqué dans le truc. Je vous passe, mais je reviendrai rapidement sur la corruption, je vous passe sur des choses comme en France, on a le droit à une petite fumette de temps en temps, personne ne dit rien, admettons que je sois vrai, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais il y a des pays où ça fait extrêmement grave. Je vous conseille sûrement pas la petite fumette du soir à Singapour. Vous finissez en prison très vite et expulsé gravement. Après la prison d'ailleurs. Enfin bref, tout ça pour dire que au-delà de ce qu'on a pu voir sur l'aspect fiscal, le respect des lois, la bonne connaissance, mais qui à nouveau démarre par un bon état d'esprit. Je suis là pour être clean, d'accord? Je ne suis pas venu d'ailleurs pour être celui que l'on va accuser d'avoir constamment le voyer avec tout. Le fisc, les lois, les comportements. Petite anecdote, la femme d'un ami, qui était comme nous, à Singapour, avec un esprit bien français, je ne le critique pas, je pourrais l'être, si je ne fais pas attention, peu importe. À Singapour, tout est très réglementé, d'accord? Elle stationne sa voiture, elle ne paye pas par mètre. Ou elle dépasse l'heure, elle ne paye pas. Elle revient, il y avait l'équivalent de la, comment on appelle ça en français, qui était en train de lui glisser une amende sous le pare-brise.
Elle s'emporte en disant comment ça, je suis française, etc. Chez nous, ça se passerait pas comme ça. Enfin bon, je vous passe sur les détails, vous imaginez le truc. L'autre lui dit, écoutez, bon, je fais mon boulot, c'est mon boulot, c'est comme ça, vous n'êtes pas à jour. Bon, très bien. Elle paye pas. Elle reçoit une relance, elle paye pas. Elle reçoit la relance de la relance. Elle ne paye pas, elle écrit une magnifique lettre en disant qu'est-ce que c'est que ce pays, c'est pas possible, j'ai déjà expliqué que normalement j'ai au moins une fois le droit à l'erreur, machin bidule. C'est remonté peut-être encore d'un cran, et puis plus jamais elle en a entendu parler. Elle se vantait dans tous les cocktails, vous avez vu, tout ça respecté, hein, tout Singapourien que moi, français, là. 3 mois après renouvellement de visa du mari, cher monsieur, visiblement vous n'êtes pas à l'aise avec les lois de notre pays, on est content de vous libérer de votre mission et contrainte de travailler ici. Oh là-bas. On dit à son entreprise qu'on est patron de je ne sais pas quoi là-bas et qu'on rentre parce qu'on a fait le malin, simplement ou pas, avec sa femme, peu importe, j'en sais rien, je ne suis pas là pour dire, mais ça fait bizarre, quoi. Donc ne croyez pas à nouveau que ne pas respecter. C'est pas faire 5 gars, la moitié de votre fabrique, je connais. Vous pouvez faire ça, et pas ça. Voilà, donc, soyez respectueux. C'est le pays qui vous abrite. Vous allez avoir beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Soyez respectueux. Ça fait le parallèle avec la conférence qu'on avait eue. Alors, Cyril Firmin n'était pas là, mais justement sur l'éthique. On va passer les slides. Donc, positionnement, penser à l'écoute et l'attitude à adopter. Vous avez un pavé sur la famille et l'adaptation locale, vous allez y revenir. N'oubliez pas cependant, avant d'y aller, tout ce qui vous aidera, et ça ouvrira au chapitre suivant, à l'initiation à la culture du pays d'accueil, son histoire, son système politique, comment ça fonctionne, etc. C'est quelque chose que vous pouvez faire à l'avance et entretenir localement. Les formalités de visa, on l'a vu. Rémunération, ce n'est pas vraiment votre cas, mais très vite ça viendra. Dans un contrat de travail, à l'international, à l'expatriation encore plus, ça compte aussi, bien sûr. Si on vous envoie, et c'est le beau revers de la médaille, si on vous envoie là-bas, c'est qu'on a considéré que vous avez le bon profil, vous êtes quelqu'un de vraiment bien adapté à cette mission qui est un vrai défi, qui est de développer l'entreprise ou le projet ou je ne sais pas quoi dans ce pays-là. Eh bien, si vous avez le bon profil, ben quelque part, ça a de la valeur. Il ne s'agit pas de négocier tout le temps, mais ça a de la valeur. D'ailleurs, vous en serez d'autant plus heureux que vous en serez conscient. Et ça vous aidera ensuite à remplir la mission d'autant mieux. Vous n'êtes pas là par hasard. On vous a choisi. Il y a beaucoup de pays où il y a le différentiel de coût de la vie qui peut être significatif. C'est un peu le symétrique de ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes plutôt avec des hauts salaires. Très bien, ben, ça tombe bien, la vie n'est pas chère. Attention, pour vivre avec le minimum de ce qui est raisonnable pour nous, à commencer par être bien logé, à commencer par se nourrir de ce que l'on aime, avoir des loisirs et du culturel, ça peut vite coûter cher, au contraire. Une voiture et se déplacer, oui, c'est un pays qui, en niveau de vie, est globalement en dessous de nous. Mais ce genre de choses qui nous sont plutôt indispensables et auxquelles on a l'habitude peuvent être au contraire très chères. Donc, ce n'est pas du tout antinomique que de dire attention, différentiel de coût de la vie, regardez-le de près. Ne pas se retrouver avec un salaire à peu près comme en France, on en même un peu mieux, je suis content. Ah oui, mais quand j'arrive sur place, je me rends compte que, tiens d'ailleurs, rentrer en France une fois par an, pour venir voir les parents, les amis, la famille, les vacances si on veut, ou alors en vacances autour du pays pour découvrir la Réunion. Pareil, c'est pas donné. D'accord? Et puis pour terminer, je te file la parole, Laurent, ici, sans s'attarder, on a mis 3, et VIE, VIA, vous êtes un cas particulier, tant mieux, 3 grandes catégories de contrats. Vous avez le contrat de vie de détaché. Vous êtes pleinement employé d'une maison française, société française qui vous envoie à l'étranger pour une mission de, a priori, plutôt courte, 6 mois, 1 an, 2 ans. Vous êtes détaché pour cette mission, point final. En gros, rien ne change dans votre contrat de travail. Bien sûr, il peut y avoir des éléments de ce style-là ou de ce style-là à rajouter, mais fondamentalement, c'est le même contrat de travail.
Vous pouvez être en contrat d'expatrié. Là, vous avez un contrat de travail spécifique qui est établi pour la mission par la même entreprise, mais qui vous expatrie. Votre contrat d'origine peut être, comme c'est mentionné ici, et en tout cas c'est quelque chose qui se négocie et qui est une bonne pratique, dormant. C'est-à-dire que quand vous rentrez de la mission, du contrat d'expatriation, votre contrat d'origine reprend immédiatement tous ses droits, il est réactivé automatiquement. Il n'y a pas à renégocier une réintégration dans la société, d'accord? Il est dormant parce qu'il y a toute une série de choses qui s'appliqueraient. Vous étiez un spécialiste du bureau d'études, du marketing, de la production, ou je ne sais pas quoi. Dans la mission que vous allez faire en expatriation, c'est plus ça. C'est différent et c'est probablement plus large. Mais donc, le contrat n'est plus le même. Il reste en tant que contrat dormant, préservez votre ancienneté, de toute façon, votre reprise de boulot dès la rentrée. Si votre mission s'arrête de façon évassane, comme dirait Bruno, brutalement, parce qu'il y a une raison, immédiatement, ça reprend votre contrat normal en France, d'accord? Par contre, vous êtes expatrié avec toute une série, un contrat spécifique qui peut être, et ça fait le lien avec le suivant, plus ou moins, qui est le suivant étant purement le contrat local, la maison mère, CNA, CGM, arrête votre contrat, Airbus Hélicoptère, et vous êtes embauché par la filiale locale de la même maison, par exemple, dans l'exemple que je prends. Reste que le contrat local dans la maison, dans la filiale, est soumis pleinement aux règles du travail local. Vous n'êtes plus soumis au droit français du travail, en l'occurrence, mais au droit local. C'est pas neutre, ça dépend des pays. Regardez bien, faites-vous conseiller. Moi, j'étais patron de filiale pour Airbus Hélicoptère à l'étranger. Par nature, on ne peut pas être un patron de filiale avec un contrat français. On doit être soumis aux lois du pays d'un point de vue, puisqu'il y a d'ailleurs des responsabilités importantes qui doivent être locales. Bon, très bien. Tout ça pour vous donner quelques grands axes de différenciation. Au-delà des clauses qu'il peut y avoir, c'est la nature même du contrat et en particulier son cadre juridique. D'accord? N'oubliez pas, pour finir, que vous allez partir et que vous allez revenir, et que dans votre contrat, il peut être très utile et prudent d'intégrer des aides au départ et au retour, du déménagement, du garde-meuble, je ne sais pas quoi, liquider des mois de loyer que vous payez là, je ne sais pas quoi. Pareil, Laurent. 3 points. Pas encore. On a dit, c'est pour vous soyez en éveil par avance sur tout ça. Tant que c'est très bien cadré dans un VIE, bingo, apprenez à voir par avance tout ce que ça veut dire, ce que ça recouvre automatiquement, qui ne sera pas toujours automatique si vous continuez à l'international. Premier point, logement. Vous êtes, je crois qu'il y en a qui ont été au Vietnam, au Mexique, qui vont aller, qui est déjà allé. C'est les points où il peut faire très chaud. Et quand il fait faire très chaud, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir dans le logement? Les clims. Et quel pourcentage de logements ont des clims? Les pays en voie de développement. À Hanoï, il y en a combien? Il n'y en a pas beaucoup, je pense. Hein. Si. Hanoï, peut-être un peu. Bon. Mais il y a une truc qui est sûr, c'est que ça coûte plus cher qu'un logement sans clim. Or, les collègues qui sont, on commencera à des niveaux relativement faibles dans la hiérarchie, vos collègues au même niveau hiérarchique, probablement n'ont pas de clim. Donc ça veut dire que vous souhaiterez, et légitimement, parce que ça ne peut même pas cumuler tous les risques en même temps, vous aurez besoin de payer plus cher pour votre logement qu'eux. Donc ça, c'est bien de pouvoir l'intégrer en amont lors de la négociation. Je ne sais pas comment ça se passe dans les lieux. Ça, c'est déjà prévu. C'est-à-dire que là, vraiment, le cadre dont on vous fait référence, c'est vraiment après VIE. Parce qu'en tant que VIE, tout ça, vous n'avez pas besoin de couper. Ça, c'est déjà tout conclu, tout géré, avec Business France, qui va déterminer un niveau de revenu par rapport au coût de la vie, qui va prendre en compte chaque logement, qui prévoit des participations pour s'installer, etc., etc. Donc tout ça, c'est déjà bien cadré. Il n'y a pas rien à négocier là-dessus. Déjà tel quel. Par contre, effectivement, après, après le VIE, l'avantage du VIE, c'est que c'est un peu pudding. Tout ça, c'est pensé, puis organisé. Lorsque vous ne serez plus dans le VIE, là, vous serez dans le grand bain. Et effectivement, tous ces points-là qui vous semblent peut-être aujourd'hui évidents ne seront pas forcément automatiques. Et donc, il faudra anticiper. C'est là où ça m'amène à mon second point.
qui est VIE, c'est très bien, mais c'est comme un cours par rapport à un contexte professionnel. A priori, ce qu'ils ont mis dans un poste de VIE, c'est qu'il y a un problème à résoudre. C'est que ce problème n'est pas simple à résoudre. Donc, probablement, il nous aura plus de temps pour être résolu que le temps de VIE. Donc, on peut être dans une logique, je ne sais pas, vous avez peut-être des statistiques sur le pourcentage de VIE qui reste dans le pays après. Et à ce moment-là, toutes les questions se posent. Et concrètement, si je le rattache à la discussion de logement, souvent dans les boîtes, il y a des paliers dans les contrats locaux. Et typiquement, il y a Local Plus, qui est un contrat local d'un point de vue salaire, mais qui prend en charge, par exemple, une amélioration du logement. Donc la rémunération est plus élevée, le salaire reste le même. Ça, c'est le second point. Troisième point, comment assurer que le VIE se passera bien et entre autres que quand il sera fini, il vous apportera des opportunités de continuer dans la même boîte. Cette hypothèse. Quel est le point essentiel à considérer avant d'ailleurs et pendant le VIE pour que la suite se passe bien? Au-delà de ça, par rapport à l'entreprise elle-même. L'organisation d'objectifs. Oui, mais souvent, tu auras un problème, c'est que les objectifs sont souvent assez flous au début. Et comme la durée est assez courte, ce sera souvent difficile de vendre le jeu factuellement. Est-ce que tu as vraiment fait les objectifs? Ça, on en a fait, hein. Bon, mais concrètement, quel est le point essentiel à assurer? Oui, mais par rapport à la maison de mère. Les perspectives de développement, perspectives. Plus simple. D'avoir un tuteur ou une tutrice dans la maison mère et d'envoyer des outils. Comme ça, si jamais, et si possible, d'avoir des interactions team, machin, bidule, tout ce qu'on veut, mais de s'assurer que vous ne partiez pas dans un mode on vous parachute au sens presque propre du terme dans le pays pour 1 an et demi, et vous devez ressortir vivant après 1 an et demi. Ça, c'est la garantie de l'échec. Pour plein de raisons. Les objectifs de la boîte ont évolué. Vous, en arrivant dans le pays, vous vous rendez compte que les objectifs initialement définis doivent être affinés. D'une manière générale, c'est de s'assurer qu'il y a un lien qui reste présent et régulier, et utile, c'est mensuel, mais d'avoir un lien structuré, régulier, avec un ou une interlocutrice dans la maison mère, d'avoir un interlocuteur ou une interlocutrice dans le pays d'accueil aussi, à la fois sur les aspects professionnels et toutes les glitches, toutes les petites questions plus ou moins bêtes que vous pourriez être amené à poser. Et pourquoi? Bien entendu, pour réussir le VIE, mais surtout pour être préparé pour la suite.